Nous allons reprendre notre matinée. On commence. Ouais, donc nous allons reprendre la matinée avec une présentation des résultats du baromètre Silver Alliance et retraite.com avec monsieur Benjamin Zimmer et puis Ludovic de la société retraite.com. Si vous voulez monter, messieurs, je vous laisse vous installer. Et nous allons évoquer ensemble un point fort intéressant du combien coûte d'être vieux en France aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous en prie, installez-vous. Non mais j'ai eu les consignes de Pierre Olivier, donc... Alors je vous propose qu'on débarque. Donc bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdames et messieurs les élus. C'est un vrai plaisir d'être là parmi vous ce matin, puisque... nous avons hier édité une étude dans le journal qui s'appelle Le Parisien, avec Ludovic à côté de moi, qui est le fondateur de l'entreprise retraite.com, qui est un site internet où on a des informations sur sa retraite. Nous avons fait ce baromètre, alors, dont le titre est un peu provocateur, pour faire réagir en fait tous les Français et toutes les Françaises au sujet du coût de bien vivre et de bien vieillir à domicile. C'est un baromètre qu'on fait depuis 3 ans. Donc on l'a fait en 2020, on l'a fait en 2021 et on l'a fait en 2022 avec Le Parisien. Et l'objectif, c'est de donner en fait des indicateurs à tout le monde, aux professionnels comme aux particuliers, pour pouvoir anticiper sa vie à partir de 60 ans dans son domicile. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter donc, les résultats de cette étude. Donc Ludovic va vous les présenter. Et pourquoi on est là, peut-être avant de vous présenter la méthode et les résultats, tout simplement parce que vous, en tant qu'élu ou en tant que technicien, que spécialiste du vieillissement, vous êtes comme nous, vous avez besoin d'avoir des données sur lesquelles on peut travailler. On peut anticiper des politiques publiques sur du temps long, ou on peut construire pour des entreprises des business plans sur du court terme. Donc on a besoin d'avoir ces informations pour tout simplement comprendre comment les Français aujourd'hui dépensent leur argent pour bien vivre et bien vieillir à domicile. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait, en termes d'analogie, associer au salaire brut. Vous savez, on a un salaire brut et on a un salaire net. Donc le salaire brut, c'est combien ça coûte, c'est-à-dire sans l'intervention de l'État, sans aucune intervention, sans aide financière, pour pouvoir aider la personne à avoir accès à ses services. Le salaire net, c'est justement l'intégration de toutes les aides financières qui peuvent être allouées pour permettre à des personnes d'avoir une facture qui est réduite. Aujourd'hui, on va vous parler que du brut, parce que le net, on doit le travailler, on doit le construire. Et ce net qu'on doit travailler, qu'on doit le construire, on doit le faire avec vous tous. Parce qu'en fonction des territoires, en fonction des élus, en fonction des politiques locales qui sont mises en place, les aides sont parfois un petit peu différentes d'un individu à un autre, alors qu'on a le même âge, la même couleur de cheveux, les mêmes problématiques, mais qu'on vit dans 2 territoires différents. Donc ce travail-là, il faut qu'on puisse le construire avec vous, et c'est ce qu'on vous proposera de faire en conclusion. Ludovic ? Oui, merci Benjamin. Donc je vais peut-être commencer de manière un peu brute sur ce chiffre qui paraît élevé, 13 971 € par an. Donc on va le voir un petit peu après, ça correspond à peu près un peu moins de 1 200 € par mois. C'est le coût moyen du bien vieillir en France pendant 30 ans. Quand on dit pendant 30 ans, on a séparé dans cette étude trois catégories. Les seniors de 65 à 75 ans, les seniors de 75 à 85 et puis ceux de plus de 85 ans. Et très rapidement, on ne va pas trop s'attarder sur la méthodologie, on vous parlera un tout petit peu de ça, mais peut-être ce qui est important, c'est de vous expliquer que cette étude, on a pu la faire alors déjà grâce à Silver Alliance, puisqu'on est une alliance de marques, et ça a permis avec toutes les marques et les leaders du marché de pouvoir établir quasiment ce baromètre avec
pas loin de 250 devis. Et donc, on a adapté cette étude avec ces 3 catégories, 65, 75, 85 ans, où pour chacune des catégories, on a essayé d'analyser les services et les biens que pouvaient avoir besoin les personnes, que ce soit sur la mutuelle, l'appareil auditif, le 100% santé, les matériels médicaux, l'aide à domicile. Donc ça, c'est pour tout ce qui est concret. Et puis, au-delà de ça, être vieux en France, entre guillemets, c'est aussi avoir une vie sociale. Et donc, on a intégré également tout ce qui va être club, association, prévoyance et bien sûr transport, puisque de 65, on va dire, à presque 80 ans, on voyage encore beaucoup, on va voir sa famille, ses petits-enfants, ses enfants, etc. Peut-être passer la slide. Voilà, donc pour ce faire, comme je vous ai expliqué, on a pris 3 profils. Et peut-être un élément important sur la méthodologie, et je ne m'attarderai pas là-dessus, on a considéré qu'il y avait des éléments qui étaient consommables, du type l'incontinence par exemple, hein, ce n'est pas des choses qu'on réutilise. Et puis inversement, une salle de bain qui va durer 10 ans. Et donc on a pris le coût de cette salle de bain et on l'a amorti sur 10 ans et non pas de manière unique sur une année. Donc voilà, on a deux typologies qui vont permettre de calculer ce tarif. Alors, 2 précisions. En fait, on s'est mis dans la peau d'un Français lambda qui doit faire son budget. Et donc, de fait, il a des investissements à faire pour mettre peut-être sa maison en conformité énergétique, peut-être l'adapter parce qu'effectivement, il pense qu'il va vieillir et à juste titre, il va devoir adapter son logement. Et puis, il y a des choses qu'il fait au quotidien parce qu'il a peut-être une maladie chronique ou il n'a pas de maladie, mais il va anticiper peut-être un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que nous l'avons fait. Donc, forcément, dans toute étude, dans tout baromètre, tout est critiquable. On a fait des hypothèses sur beaucoup de services. On a interrogé beaucoup de Français, évidemment. Et puis, peut-être aussi une précision qui est importante, c'est que ce baromètre, il ne prend pas en compte le coût du logement. On pense, ce n'est pas nous qui pensons, il y a 75% des Français qui ont à plus de 60 ans qui sont propriétaires d'un bien. Et le bien est fini de payer. Donc, en fait, on n'a pas raisonné sur le logement, qui est un autre sujet. On a vraiment pensé à ce qu'il ait besoin, aux services et aux produits qui sont nécessaires d'avoir dans son logement pour bien vivre et bien vieillir à domicile. Voilà, alors peut-être aller dans le dur. Donc voilà, comme on vous expliquait, on a des tarifs qui sont très disparates. Et effectivement, quand on a 65 ans, on n'a pas les mêmes besoins que quand on en a 85. Et donc, on a des tarifs qui vont on va dire 292 € par mois pour celui qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Peut-être en précision, qu'on n'a pas expliqué sur la méthodologie. On a 3 profils pour chacun des bornes de catégorie. 3 profils de gens qui gagnent peu, en tout cas qui sont à l'ASPA, donc qui ont un niveau de revenu assez faible. Et donc on a des devis, on a demandé des devis à chacune des structures de base, puisque quand on est à l'ASPA, on ne va pas chercher des services trop élevés. Services de base, donc pour une personne qui gagne la moyenne de la retraite en France, et puis des devis également pour des personnes qui sont aisées. Et donc pour chacun de ces 3 profils, on a 3 sous-profils qui sont le prix pour les services de base, le prix pour le service classique et le prix pour des services un petit peu plus élevés. Premier élément peut-être sur les 65-75 ans, donc c'est des gens qui voyagent, comme vous expliquez beaucoup, et donc on a des tarifs en moyenne de 646 € par mois. Donc être vieux en France coûte à peu près 646 € par mois en prenant en compte à la fois des transports, à la mutuelle, l'aide à domicile, des repas, l'emménagement et le déménagement, puisque c'est un âge où généralement on prévoit sa vie d'après, et donc il y a souvent un déménagement qui est fait entre 65 et 90 ans. Donc on l'a également pris en compte. Peut-être sur cette inflation qui est importante de 10,83%, elle est liée à 3 gros éléments que vous avez certainement vu cette année aussi à titre individuel. C'est la hausse de l'énergie. Je pense qu'on n'est pas passé à côté, personne n'est passé à côté. Donc forcément, à 65 ans, quand on voyage beaucoup et quand on fait beaucoup de transport, le coût de l'énergie et le coût du plein, il est directement impacté. Deuxième point également, c'est la hausse des matières premières qui a été impactée aussi par la hausse de l'énergie, mais qui est aussi impactée par ce qu'on a eu il y a 2 ans qui s'appelait la crise du Covid et qui a impacté beaucoup de nos concitoyens, à la fois nous-mêmes et sur l'industrie. Donc le prix des biens et des matières premières ont également augmenté. Et puis dernier élément qui est la conséquence des 2 premiers, c'est les salaires ont augmenté, à la fois le SMIC et puis les salaires directement sur la tranche supérieure. Et donc ça a eu un impact direct sur le coût des biens et des services et du coût du bien vieillir. Sur les 75-85 ans, alors on a une hausse qui est quasiment similaire, qui est à peu près à 10% et qui s'explique à petit peu près de la même manière, en sachant qu'on a un petit peu moins de transport, puisqu'à partir de 75 ans, on devient un peu plus sédentaire, mais inversement, on a besoin d'un peu plus de services à domicile. Donc clairement, si on prend l'exemple du service à domicile, c'est un poste qui a été impacté
par à peu près les trois grosses hausses. L'essence, quand on vient chez vous, forcément, on vient chez vous en voiture, surtout quand on est dans des petites villes et dans des bourgs où on peut être un petit peu éloigné. Donc le véhicule a un poste assez essentiel. Deuxième élément, le coût des matières premières, puisque au-delà de ça, la crise du Covid a fait que il y a quelques coûts qui ont également augmenté, hein, le coût des masques, le coût du gel hydroalcoolique, tout ce qui est protection pour le senior qui est sur une population fragile et qui a besoin d'être d'autant plus protégé. Et puis de la même manière, l'augmentation des salaires. Donc ce poste 75-85 ans a été impacté également de plein fouet par l'ensemble de ces trois facteurs qui sont l'énergie, les matières premières et la hausse des salaires. Et puis enfin, les plus de 85 ans, où là, ce sont les gens vraiment les plus fragiles, où là, inversement, on a une hausse qui est un petit peu moins élevée. Alors évidemment, on a des gens qui sont de plus en plus sédentaires et qui voyagent quasiment pas, qui restent chez eux. Mais surtout, on a assisté à un petit retournement de tendance, là où les années précédentes, sur les 2 premiers baromètres, on avait une hausse assez forte sur ce poste de service, puisque c'est on va dire, c'est la catégorie qui utilise le plus de services autour du bien vieillir. Mais inversement, on a certaines structures, alors je pense notamment à des structures qui vendent des appareils auditifs. Clairement, les plus de 85 ans, c'est leur cible. Et le 100% santé qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, qui a forcément eu une augmentation sur les mutuelles, mais inversement a permis l'année dernière à des structures comme Audica, Amplifon, etc., de faire vraiment des années de record à quasiment un doublement du chiffre d'affaires. Et donc ces structures n'ont pas du tout augmenté leurs tarifs. Et donc ça, c'est tout au bénéfice des plus de 85 ans qui sont directement impliqués. Donc voilà. Et puis d'autres services tels que la téléphonie, la télésurveillance, tous ces postes-là qui ne sont pas du tout corrélés ni à l'énergie ni aux matières premières, ont subi une augmentation nulle, voire stable, voire pour certains ont diminué leurs tarifs. Et donc on a une hausse qui est que de 4,01%, en sachant qu'inversement, vieillir à 85 ans coûte beaucoup plus cher que quand on en a 65. Alors là, donc vous avez eu peut-être une petite précision aussi, les chiffres qu'on vous montre sont pour des foyers. Parce que souvent on nous pose la question, en gros, ça coûte moins cher de vieillir à domicile qu'en EHPAD. Déjà, ce n'est pas les mêmes sujets. Quand on est en EHPAD, c'est qu'on ne peut plus être au domicile. Je pense qu'il faut qu'elle soit dite. Et après, le deuxième sujet, c'est que quand vous êtes à domicile, vous n'êtes pas tout seul. Parfois, vous êtes 2, voire plus. Donc, en fait, les coûts ici sont sur un foyer. Alors, évidemment, si là, on a fait ce travail-là pour une personne, maintenant, pour qui vit dans un foyer, mais il est évident aussi que madame et monsieur qui vivent dans un foyer qui ont 80 ans, peut-être que monsieur a des problèmes d'audition et que madame a des problèmes d'incontinence et que les deux n'ont pas les mêmes problèmes. Et c'est même très probablement vrai. Donc en fait, c'est aussi ça qu'il faut voir. Donc en moyenne, en France, selon les chiffres de la CNSA, on doit être autour de 2 000 euros dans le coût d'un EHPAD, là où, mensuel, là où, et je pense que ça va même augmenter, là où au domicile, on est à 1 200 euros pour peut-être plusieurs personnes. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que on se lève tous les matins, et je pense que vous aussi vous levez le matin, avec la radio, la télé ou les journaux, avec toujours des scandales, des choses qui ne vont pas bien en France, etc. etc. Bon, figurez-vous qu'on a de la chance d'être français quand même, et beaucoup de chance. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Angleterre, je ne parle même pas des pays du Sud, il y a une excellente revue qui s'appelle Les Cahiers internationaux du monde, qu'on fait tout un reportage sur le choc démographique et les enjeux du vieillissement. Là, c'est encore dans les kiosques jusqu'à aujourd'hui, sur justement les enjeux. Et pour montrer qu'en France, on a quand même un système qui est très solidaire et qui permet quand même d'amortir un certain nombre de choses, et en l'occurrence ici, l'inflation. Donc ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est bravo, parce que c'est grâce à votre travail, grâce à ce que vous faites au quotidien sur vos territoires, que la facture elle peut être allégée pour tous les Français, et en particulier ceux qui ont des revenus très faibles. C'est plus modéré aujourd'hui, c'est très faible. Donc ça, c'est la première chose. Et ça a été permis parce qu'effectivement, il y a une revalorisation de la retraite, il y a une revalorisation des retraites complémentaires, qui n'est pas le fruit de l'État, mais qui est le fruit des acteurs sociaux. Et puis, vous avez la taxe d'habitation quand même qui a été progressivement supprimée. Bon, peut-être que là, il va y avoir une augmentation de la taxe foncière. Donc, bon an, mal an, peut-être que ça sera le même prix au final. Mais tous ces éléments-là sont quand même des éléments qui ont permis de redonner, en tout cas de compenser l'inflation. Par ailleurs, vous avez eu un bouclier énergétique qui a été mis en place. Bon, lui aussi s'est arrêté.
Donc là, il y a un gros point d'interrogation sur la suite. Et puis, voilà, de plus en plus, à 60 ans, on a encore envie de travailler. On n'a pas forcément envie d'être à la retraite. Donc de plus en plus, des Français complètent leur retraite par du cumul emploi. Et puis dernière chose, et ça c'est très, je pense, très important. Vous savez tous que 75%, je crois que c'est 67% des personnes de plus de 75 ans sont dans ce qu'on appelle l'électronisme. Donc n'utilisent pas Internet de manière correcte, alors que dans le même moment, tout est dématérialisé, y compris son aide APA ou l'observation de ses comptes, ses remboursements sur amélie.fr. Donc là, il y a un sujet. Nous, on avait fait une étude avec, c'est pas cette étude-là, c'est une autre étude qui date d'il y a 2-3 ans. On avait fait ça avec TSA Institute, une filiale de Havas, où on avait regardé en fait comment les personnes de plus de 55 ans augmentaient leur pouvoir d'achat. Et là, il y a plein d'axes de progrès. En tout cas, je le pense. Vous savez certainement que beaucoup de Français cumulent à 85 ans beaucoup de choses et qui sont dans leur grenier. Ces choses-là, aujourd'hui, elles ont une valeur sur le Bon Coin, typiquement, mais ils ne savent pas valoriser ces biens-là. On est dans un moment où on doit faire preuve de sobriété et en même temps, on doit faire attention à nos déchets. Donc là, il y a peut-être des choses à mettre en place et ça génère du pouvoir d'achat. Il y a plein de plateformes aussi de services. Vous connaissez Airbnb. Je ne suis pas promoteur d'Airbnb, mais il n'empêche que ceux qui utilisent Airbnb sont souvent des gens de plus de 60 ans et ceux qui peuvent prêter ou louer leur appartement sont aussi des propriétaires de biens et il se trouve que c'est beaucoup plus de gens de 60 ans qui sont propriétaires que de gens qui ont 20 ans. Donc là, il y a vraiment des marges de progression qui sont intéressantes et sur lesquelles, je pense, il y a des choses à faire pour, on va dire, faire en sorte d'alléger la facture au final. Et la dernière chose, et je conclurai là-dessus, excusez-moi, c'est que en fait, vieillir, ça a un coût. Donc on ne peut pas se permettre de dire aux Français que tout va être pris en charge par la puissance publique. Ce n'est pas vrai. Surtout si la réforme des retraites ne se met pas en place, si le point de retraite n'est pas plus loin, etc. Il va falloir trouver d'autres manières de financer et ça passe par de la prévention, de l'anticipation. Voilà. Avec juste peut-être un élément peut-être du baromètre. Gardez juste en tête que ce chiffre de 1 200 € par mois, il peut être contestable ou autre, mais surtout il sert d'avoir un référent pour faire de la pédagogie. On est là, l'avantage de ce baromètre qu'on va continuer à faire dans le temps, c'est surtout pouvoir informer et faire de la pédagogie en disant à 65 ans, préparez votre dépendance, parce que de toute façon elle va venir. Et donc ce chiffre permet vraiment de faire de la pédagogie et ce baromètre sert à ça. Et on vous remercie vraiment puisque voilà, il est là aussi pour vous et pour pouvoir communiquer auprès de vos élus et de vos citoyens. Merci. Pour cette présentation. Nous n'avons pas le temps de questions. En tout cas, vous êtes présents. S'il vous vient des questions sur cette intervention fort intéressante, n'hésitez pas. Merci à vous. Alors, nous allons poursuivre notre matinée avec une belle table ronde. Une table ronde qui porte le titre de notre concours de cette année, puisque ce sont les transitions dans l'avancée en âge. Donc, pour m'accompagner sur cette table ronde, je vais demander à monsieur Romain Gannot, responsable autonomie et services à la direction des activités sociales de l'AG2R La Mondiale, de me rejoindre. À madame Aurore Colson, adjointe au maire de Valenciennes, de venir également. Et puis enfin, à madame Claire Salomon, responsable du service senior de Saint-Sébastien-sur-Loire, de me rejoindre aussi. Alors, déjà, les transitions. Nous vivons tous, tout au long de notre vie, des transitions, des changements, des modifications, parfois souhaitées, parfois moins souhaitées, parfois agréables et parfois désagréables. Avec l'avancée à un âge, ces transitions peuvent aussi apporter des difficultés ou de grandes joies. On a l'ensemble, avec bien sûr le passage à la retraite, devenir grands-parents. On a aussi les deuils, parfois des divorces des enfants, la perte d'autonomie, un déménagement. Donc toutes ces transitions-là
font que parfois on a besoin d'un appui, d'un soutien qui peut être plus ou moins important en fonction de la situation. Monsieur Gano, je vais vous laisser la parole et nous expliquer un petit peu comment les différentes transitions sont prises en compte au sein de votre action sociale de la G2R La Mondiale. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Pierre pour l'invitation à ces 10 ans du colloque. Juste pour préciser et introduire mon propos, G2R La Mondiale est un groupe de protection sociale aujourd'hui qui est leader à la fois sur la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire et qui est impliqué dans la transition démographique par 2 métiers. Un métier qui est plutôt concurrentiel et qui aujourd'hui s'implique dans le bien vieillir, y compris avec un secteur de résidence-service, je pense ici à Domitis, et un métier historique qui est celui de la retraite complémentaire Agirc Arrco, dans lequel l'action sociale a une part prépondérante. C'est compliqué en quelques minutes de parler des transitions, tant elles sont nombreuses. Alors déjà, pour introduire le propos, la transition démographique, elle est comme toutes les autres transitions sociétales, les transitions numériques, la transition écologique, c'est une transition qui est inégalitaire par nature. Elle est inégalitaire en termes de milieu social, et elle est inégalitaire, et je ne vais pas l'apprendre à des élus qui l'iront mieux que moi, en termes de territoire. Elle ne se vit pas de la même façon suivant les territoires, en termes de moyens, de ressources ou de problématiques. Je vais parler donc de 3 transitions qui sont liées à la transition démographique. La première, qui est la plus paradoxale, qui est la transition entre l'activité et la retraite. Pourquoi je dis que c'est la plus paradoxale? C'est celle dans la transition démographique sur laquelle on peut le plus facilement, normalement, se projeter. Tout le monde connaît, alors 40% de la population passe à la retraite dans l'état de retraité en cessation d'activité, c'est-à-dire soit en arrêt maladie, soit au chômage, mais la date est connue de passage à la retraite pour la plupart de la population, et pourtant les gens ne s'y préparent pas. Quand je dis que les gens ne s'y préparent pas, c'est qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui bénéficient de stages de préparation à la retraite, qui des fois sont offerts par leur caisse de retraite, qui sont accompagnés par leur caisse de retraite, sur les plusieurs centaines de milliers de retraités par an qui prennent leur retraite. Et c'est vraiment le plus grand paradoxe de la transition démographique, c'est-à-dire tout le monde peut connaître son âge de départ à la retraite et personne ne le prépare. Et ne pas le préparer à 50 ans, ne pas la préparer à 60 ou 65 ans, ça a des impacts sur la suite du parcours. Aujourd'hui, la préparation à la retraite, ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est une question aussi de projet de vie. Et anticiper son projet de vie, ce n'est pas la même chose que de penser son projet de vie quand on est déjà dans la situation de la retraite. Donc ça, voilà, c'est vraiment le premier impact. Comment les groupes comme les nôtres peuvent intervenir là-dessus? Aujourd'hui, l'action sociale Agirc Arrco, de la Fédération Agirc Arrco, propose des stages de préparation à la retraite. En entreprise, il y a une offre qui est développée par G2R La Mondiale ou par Malakoff Humanis et qui intervient aujourd'hui gratuitement dans des entreprises ou à très faible coût pour former les salariés dans le cadre de la formation professionnelle à leur transition personnelle sur la retraite. Ben ça, voilà, c'est un sujet aujourd'hui, c'est une action qui est très peu connue et j'incite, quand on parle de préparation de transition démographique, à déjà commencer par la préparation de sa retraite. Ça, voilà. Deuxième transition dont je souhaite parler, j'appelais la transition dans le cadre du parcours résidentiel. Alors, ça tombe très bien, il y a une étude de la Caisse des dépôts, qui est de la Banque des territoires, qui est sortie il y a quelques jours et qui parlait du déménagement des seniors. C'est un sujet qui est quand même peu abordé aujourd'hui. Pour les retraités, la transition dans le cadre du parcours résidentiel, il y a 2 âges quand on est retraité auxquels on déménage. Le premier âge, c'est celui du passage à la retraite, et le deuxième âge, et que la deuxième période, qui est plutôt autour de 75 ans, 80 ans, c'est celle de la perte d'autonomie pour aller dans des nouvelles formes d'habitat. Aujourd'hui, cette transition est très peu accompagnée. On parle souvent de formes de solutions d'habitat, donc on entend l'approche domiciliaire qui s'oppose à l'approche EHPAD. Moi, à titre personnel, je ne crois pas du tout à la fin des EHPAD, qui vous répondent quand même aux besoins et la situation de certaines personnes, et avec toutes les solutions intermédiaires qui peuvent être la résidence-service, où aujourd'hui, la mode est à l'habitat inclusif. Par contre, la transition au sein de ce parcours résidentiel, c'est quelque chose qui est quand même assez peu accompagné. Et cette transition, elle nécessite une préparation, mais elle nécessite des outils d'aide à la décision, et elle nécessite aussi des outils pour favoriser la décision, ça peut être des services de déménagement adaptés ou des services de proximité. Et aujourd'hui, donc, les collectivités sont sollicitées, voire sursollicitées par des projets d'habitat senior, mais la question de la transition de la personne entre les nouvelles formes d'habitat, la réversibilité dans le parcours, aller dans une situation de répit, revenir chez soi, repartir dans une solution qui peut-être ne nous correspondra pas, comment la choisir soi-même, comment la financer, c'est une transition. Ça fait partie des transitions liées à l'âge qui sont pour moi encore des champs pas inexplorés parce que les professionnels ou les élus les connaissent, mais sur lesquels l'offre servicielle et l'offre d'accompagnement est toujours à construire parce qu'on voit bien qu'on ne répond pas encore forcément aux envies de nos concitoyens.
Une autre transition qu'on peut aussi évoquer sur ces sujets-là, qui est la transition que j'appelle la plus insidieuse, qui est liée au vieillissement, c'est la transition d'être, c'est-à-dire acteur de son projet de vie, à devenir le sujet d'une politique publique ou d'une politique pensée pour moi à ma place parce que je suis devenu retraité. Et cette transition-là se fait vraiment à l'âge de la retraite aujourd'hui. C'est-à-dire, je deviens retraité, donc tout un tas de personnes vont exprimer mes besoins, mes envies en tant que tiers sachant. Ben, ils vont se positionner à ma place pour me dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin pour bien vivre. Ben non, c'est la transition. Alors, certains la traitent à travers la lutte contre l'agisme, mais elle est comme moi je la trouve extrêmement insidieuse. Alors, évidemment, des élus des collectivités qui travaillent avec le réseau francophone la traitent bien, mais par contre, on entend souvent parler, je vais prendre quelques élus, qui disent voilà, c'est les jeunes de nos quartiers, et après c'est nos papis et nos mamies. Et je veux dire, on parle comme des mêmes citoyens qui sont aux mêmes endroits, mais une fois c'est devenu les nôtres parce qu'ils sont âgés, donc avec le ton paternaliste ou condescendant, et une fois ce sont les citoyens qui s'activent. Et ça, voilà, ça fait partie encore une fois des transitions qui sont liées à la transition démographique. Aujourd'hui, on intervient, j'ai oublié de répondre à la première question, comment on intervient sur ces sujets-là. On travaille avec des partenaires aujourd'hui sur 2 dispositifs. Le premier, c'est quand même rappeler qu'il y a un savoir-faire chez les personnes âgées. Donc quand on travaille avec l'outil en main où des retraités vont montrer leur savoir-faire à des jeunes, quand on finance aujourd'hui les vidéos d'Oldicé qui montrent des parcours professionnels, qui montrent des retraités, c'est bien pour lutter contre cet agisme. Enfin, dans la transition, nous, on a fait le choix il y a quelques années de créer des services par et avec nos retraités. C'est-à-dire, on ne va pas penser vos services à votre place. Moi, ça fait 15 ans, j'ai vu 1000 startups du bien vivre en 15 ans. Je le dis, je le réaffirme, il y en a 90 à 95% qui ne correspondent pas aux envies des seniors. On a créé des produits que les gens n'achèteront pas. Et quand on leur finance, ils ne les utilisent pas, ce qui pose un vrai problème. Donc on a créé un dispositif avec nos retraités où on leur demande de quoi ils ont envie. Et j'ai bien dit de quoi ils ont envie, pas de quoi ils ont besoin. Parce que généralement, le besoin, c'est un tiers sachant, souvent médical, qui va l'exprimer à leur place. Et après, quand on a recensé leurs envies, on les confronte à des solutions dont on pense qu'elles peuvent répondre à leurs envies. Et on voit avec elles, est-ce que vous l'utiliserez avec eux? Est-ce que vous l'utiliserez? Est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Est-ce que vous voulez qu'on construise une offre là-dessus? Et ça a totalement changé aujourd'hui le process de création de services dans nos équipes. Quand on crée un nouveau service pour nos retraités dans le cadre de l'action sociale, on ne le traite pas à partir d'un besoin exprimé ou d'un prestataire qui tape à la porte en disant « j'ai le meilleur service, vous allez voir ». Je caricature presque, mais je pense qu'il y avait une vingtaine d'acteurs qui ont tapé à notre porte ces dernières années en disant « j'ai la meilleure tablette pour les seniors, j'en ai vendu 50, j'ai testé avec ma grand-mère, avec vous, je vais la distribuer à 10 000 retraités et prenez-la en charge sur l'action sociale ». C'est presque pas une caricature. Aujourd'hui, c'est plutôt, on regarde, avec un process de création par et pour les seniors, est-ce que les services sont plus utilisés? Et la réponse est oui. Aujourd'hui, les retraités, même avec un niveau de dépendance relativement élevé, sont capables d'être acteurs du choix des solutions dont ils ont besoin et sont capables d'être acteurs de l'évaluation de cette solution-là. Donc voilà, encore une fois, l'action sociale, le métier de l'action sociale, c'est délivrer un service ou soutenir ceux qui délivrent du service, qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Et en tant qu'acteur de la transition démographique, j'aurais pu intervenir sur 10 autres sujets, mais mon temps est écoulé, donc je répondrai aux questions tout à l'heure. Merci. Un grand merci pour cette intervention et pour montrer à quel point la place des aînés est importante dans les dispositifs à mettre en place. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole du coup à Madame Colson afin de nous présenter sa belle expérience très innovante, je trouve, en matière d'accompagnement véhiculé en faveur des aînés qui ne conduisent pas ou qui ne conduisent plus ou qui ont des difficultés à se déplacer. Je vous laisse la parole. Et je vous laisse. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on part du besoin et de l'envie des seniors, mais de leurs attentes surtout. Et c'est quelque chose qui est, vous l'avez très bien dit, effectivement primordial, parce que sinon on peut construire beaucoup de choses, mais qui au final ne seront pas ou très peu utilisées. Et là, le constat est simple. Alors, à Valenciennes, mais comme dans beaucoup, je pense, de vos collectivités, le souci, c'est, au-delà de garder et de bien vieillir à domicile le plus longtemps possible, c'est justement aussi de lutter contre l'isolement. Parce que ça peut être un des écueils également de vieillir à domicile. C'est une sorte de repli sur soi et il ne faudrait pas que son habitat devienne, in fine, une sorte de blocos dans lequel on s'enferme. Et pour ça, il nous faut obligatoirement repenser les mobilités. Puisque la difficulté, bien souvent, c'est comment on se déplace. Alors, Valenciennes, c'est une ville à peu près 45 000 habitants, avec beaucoup de moyens de transport existants. On a un réseau de transport en commun développé, on a d'autres solutions qui existent, on a des navettes, on a voilà, des choses
qu'on trouve de manière assez commune dans des villes de cette densité. Mais au final, pour nos seniors, le problème, c'est comment je me déplace d'un point A à un point B, sans avoir, en sortant du tramway ou du bus, encore beaucoup de mètres, parce que quand on commence à vieillir, même la distance en mètres peut devenir compliquée, on ne parle plus de kilomètres. Et donc, au final, le transport en commun, même si il est facile d'utilisation, il est très peu adapté à l'usage et aux attentes et aux besoins de nos seniors, que ce soit pour se rendre sur des temps d'ateliers, de partage et donc lutter directement contre l'isolement social, ou alors que ce soit pour se rendre de manière beaucoup plus du coup pratico-pratique, mais à des rendez-vous qui soient médicaux, ou même parfois, on nous le disait aussi, pour se rendre au cimetière, ça peut être quelque chose de compliqué. On a la chance sur Valenciennes d'avoir une auto-école solidaire. Cette auto-école solidaire qui travaille avec un public en difficulté sur la façon de lever les freins pour le retour à l'emploi, a un dispositif d'auto-école pour apprendre à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui sont éloignés de l'emploi à passer leur permis pour faciliter de retrouver un emploi. Ces véhicules, comme toutes les auto-écoles, je pense que vous connaissez le principe, elles circulent à vide ou quasi à vide, l'apprenant, le moniteur d'auto-école. Et l'idée, alors c'est vrai qu'on travaille déjà avec eux sur l'aspect action sociale et retour à l'emploi. Et je salue d'ailleurs Madame Lutin, directrice, qui a dû sortir, bon, voilà, tant pis, mais qui en les rencontrant et en échangeant sur ces besoins que nous, on avait fait remonter, que nos seniors nous avaient fait remonter, et nos besoins se sont dit, on a là un véhicule qui circule à vide dans la ville, des trajets un peu sans itinérance, et puis on a de l'autre côté des seniors qui, eux, sont en attente de trajets qui soient adaptés à leurs besoins, et si on mettait les deux en relation. Au final, c'est une idée plutôt de bon sens, plutôt pratique, plutôt simple, assez rapide à mettre en œuvre et qui rencontre un vrai succès. Plusieurs avantages. Donc, c'est cette facilité d'utilisation, c'est que les seniors nous appellent au CCAS et ensuite nous mettons en lien l'auto-école qui gère la question du planning, on vient vous chercher, on vient vous redéposer. Avec un coût modique, on a quand même une participation financière qui est de 1 euro pour le trajet, donc ça reste somme toute assez modique. Ça crée du lien intergénérationnel, parce que bien entendu, nos seniors comme les vôtres, nos seniors, j'ai des formations de langage, mais les seniors de manière générale peuvent être assez bavards, et donc discutent facilement dans le véhicule et s'intéressent au parcours de cette personne qui est en apprentissage de conduite. L'apprenant s'y intéresse aussi, s'intéresse au parcours de la personne qu'elle conduit, et puis en plus c'est motivant pour, vous le savez tous, quand on a appris à conduire, on apprend à conduire dans un environnement un peu isolé, on se concentre, sauf que quand dans la vraie vie ensuite on conduit au quotidien, il y a beaucoup de distractions potentielles, et donc ça permet aussi à la personne qui apprend à conduire à se mettre dans une situation réelle avec quelqu'un qui parle tout le trajet, qui lui pose des questions et qui du coup l'interpelle. Et puis ça a un effet de sobriété. On parlait tout à l'heure des sobriétés énergétiques, bien entendu. Éviter de remettre un véhicule dans la circulation qui est parfois dense, notamment à certains horaires, ça a en plus cet intérêt. Donc voilà, pratique, intergénérationnelle, sobriété, une solution qui marche bien, qui a vraiment été lancée de manière opérationnelle ce printemps. Plus de 270 trajets déjà en cours, 50 seniors qui sont des fidèles en tout cas de l'utilisation, et l'idée c'est comment on développe, et puis c'est aussi comment chacun d'entre vous, je pense que c'est des solutions assez pratiques à mettre en place et donc essaimer sur les territoires. Il n'y a pas de copyright, loin de là. Je crois qu'on a une vidéo qui se lance. Bonjour. En se renseignant au pôle senior,
Bernard a découvert sa photo et il est tombé sous son charme. Pourquoi? Parce qu'elle répond à tous ses critères. Elle est mobile, économique, jeune et sympathique. Et en partant avec elle, il a participé à la transition écologique. Voilà, alors c'est un service que je ne connaissais pas auparavant, que j'ai découvert il y a peu. Un service agréable, pas cher, et qui nous rend bien service à nous les seniors, car on éprouve de plus en plus de difficultés à nous déplacer dans notre ville. Et le petit plus, c'est de faire de l'intergénérationnel, ce qui permet d'avoir une discussion avec les jeunes. Voilà. Cette expérience pour nos seniors pour faire leurs besoins de courses, des rendez-vous qui est très important pour eux. Moi, j'ai retenu vraiment, c'est très important et ça me met aussi en confiance de bien rouler, de bien regarder et de mettre en confiance et discuter aussi avec nos seniors. Ça nous met aussi en confiance et ça nous fait du bien. Eh ben, merci pour cette belle illustration et ce beau projet qui, je n'en doute pas, va voir des petits naître ailleurs. Madame Claire Salomon, je vais vous laisser la parole pour nous présenter votre halte répit Les Trois Moulins au service des personnes en perte d'autonomie, mais pas que, aussi pour les aidants. Merci. Bonjour. Donc, Saint-Sébastien-sur-Loire, commune de l'agglomération nantaise. Le projet est parti d'une analyse de besoins de 2015 avec un constat. Aujourd'hui, notre population senior est de 25%, les plus de 60 ans représentent 25% des habitants de Saint-Sébastien. Il devrait représenter 30% en 2030. Et l'idée était vraiment d'apporter un nouveau service, de réfléchir aux besoins des seniors et des aidants. On s'est appuyé pour ce projet sur les aides à domicile. Le service devait évoluer. Et là, on s'est vraiment appuyé sur leur connaissance de ce public et du terrain. Et c'est dégagé vraiment le besoin de venir en soutien aux aidants. Donc le projet a commencé à se construire avec une enquête auprès de 9 cabinets médicaux qui ont tous réaffirmé le besoin d'une aide aux aidants et d'un lieu d'accueil pour les personnes en perte d'autonomie. On a travaillé aussi sur l'inventaire de ce qui existait. Donc sur Nantes, mais très à proximité de Saint-Sébastien, existe une structure médicalisée, l'aile de Diane, pour l'accueil des accueils à la journée pour les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives. Et on s'est également appuyé sur la maison des aidants à Nantes. La structure a ouvert en 2018. Alors, elle est destinée aux plus de 65 ans et elle est non médicalisée. Et donc, elle s'adresse aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives. On a trouvé des locaux, sur recherche de locaux. On s'est installé dans une ancienne maison de concierge d'école, ce qui crée une proximité déjà avec l'école. La cour d'à côté, la cour de récréation est mitoyenne, donc ça crée de la vie et de la chaleur. Et puis c'est une maison, c'est-à-dire qu'il y a un salon, il y a une cuisine, il y a un espace de vie. C'est à taille humaine, c'est très structurant, c'est un repère pour les personnes et ça reste une petite structure très familière qui fait de l'accueil à la demi-journée. Donc, les personnes, alors sur une demi-journée, c'est l'après-midi, donc on demande un coût, une participation personne de 5 €, et où ça peut être quelquefois de 10h à 14h, 15h, avec un repas partagé. Alors, bien sûr, pour ça, on a fait de la communication avec le service communication de la ville, dans les médias, avec des flyers, mais surtout, on s'est appuyé sur la rencontre avec les partenaires.
Donc bien sûr le CLIC, le DAC, anciennement Maya, et puis les services d'aide à domicile, les services infirmiers, tout ce qui était médical et paramédical sur la commune. Donc aujourd'hui, on accueille régulièrement autour d'activités des personnes. Alors les activités, c'est des promenades, c'est des visites, c'est des ateliers cuisine, du jardinage, des activités manuelles. Et les objectifs, c'est vraiment d'offrir à la personne un temps de bien-être, un temps de partage avec d'autres personnes, recréer du lien social. Et puis bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un temps de répit pour les dents, puisque la personne vient à la structure et on a 3 animatrices qui se relaient auprès de ces personnes. Et ça permet de libérer les aidants sur une demi-journée. Il faut dire que sur la commune, on avait déjà de l'aide aux aidants. On a un bistrot mémoire animé par un centre socioculturel et on a une halte relais une fois par mois de France Alzheimer. Mais ces 2 dispositifs proposent un accueil aidant aidé. Ce qui fait que notre structure permet vraiment d'offrir une demi-journée de liberté aux aidants. Alors, avec la crise sanitaire, il se trouve qu'on a eu une baisse de l'accueil. Bien sûr, on a dû fermer. Puis quand on a dû réouvrir, on n'avait plus que 3 personnes, alors qu'on était à 17-20 personnes avant la crise, qui ont repris l'activité avec nous. Et on observe aujourd'hui que les nouvelles personnes arrivent plus avancées dans la maladie. Et comme on n'est pas médicalisé, du coup, on accueille des personnes en GIR 3 et 4. Et voilà. Donc, on est dans une phase de relance, de nouveau, d'aller vers les partenaires pour essayer de toucher de nouveau les personnes qui en ont le plus besoin. Les projets pour cette année, c'est un projet de jardinage thérapeutique en partenariat avec l'association France Alzheimer et en partenariat avec l'école qui est juste à proximité. On souhaite également développer tout ce qui est accompagnement des aidants et nouvelles propositions pour les aidants. Le lieu permet aussi l'accueil, le lieu lui-même. On prête les locaux à l'association France Autisme 44. Et on accueille aussi, le service senior accueille aussi d'autres personnes isolées, d'autres seniors de la commune isolés, qui ne fréquentent plus les associations et qui voilà. C'est de la prévention de l'isolement. Voilà. Pour terminer, je vais vous proposer un témoignage d'une aidante dont le conjoint a été accueilli pendant 2 ans à la halte répit. Merci. J'ai connu la halte répit par le CLIC qui m'en avait conseillé, et sur le journal aussi, j'avais vu un passage, c'était écrit, et je me suis déplacée, j'ai été voir, j'ai eu des explications par les 2 dames qui étaient là, j'ai dit, bon, si mon mari est d'accord, moi je veux bien l'amener, mais est-ce qu'il voudra, je ne sais pas. J'étais pour mon mari parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer, j'étais tout à fait au début, mais bon, c'est vrai que c'était difficile, donc je l'ai emmené, je lui en ai parlé, il m'a dit oui, comme s'il m'avait dit non, parce que je ne sais pas s'il a réalisé beaucoup. Et je l'ai emmené, et ça s'est très très bien passé avec les dames. Tout de suite, il a été bien accueilli, il était content, ça se trouvait dans une maison, donc peut-être que ça le sécurisait. Tous les lundis après-midi, donc je l'amenais en début d'après-midi, vers 14h, puisqu'il y avait bien un petit car pour le ramassage, mais comme j'avais ma voiture, il n'y avait pas trop de problème, malgré que j'avais quand même le fauteuil à mettre dans le coffre, parce qu'il avait du mal à marcher. Et j'emmenais donc à 14h et je retournais le chercher vers 17h. Eh bien, il a participé aux animations, ça l'intéressait apparemment, puisqu'il avait des jeux. Après, il est venu au repas, parce qu'elle a proposé, la dame, si elle pouvait venir le mardi au repas. Donc je lui ai demandé, il a bien voulu, donc je l'ai amené au repas. Et il faisait la cuisine avec les dames, les gâteaux, la pâtisserie, tout ça. Comme il y avait des places, après, au fur et à mesure, dans la semaine qui a suivi, ils m'ont dit si je voulais le ramener plusieurs fois. Alors je dis, oui, je veux bien, s'il veut bien venir, moi je veux bien.
bien, son ressenti, je trouvais qu'il était bien, qu'il était joyeux, heureux d'aller, et il ne rechignait pas pour repartir, donc je me disais ça se passe bien, et très actif dans ce qu'il faisait, les animations, et moi je dois dire que pour moi, ça me soulageait énormément. Je ne restais pas chez moi, je sortais parce que j'avais besoin de sortir, parce que c'était une chose que je ne pouvais pas faire, sortir beaucoup. Je sortais ce jour-là, j'allais au cinéma, voir une amie, des choses comme ça, parce que moi j'avais besoin aussi de mon côté de voir autre chose, quoi. J'ai un bon souvenir, parce que ça m'a apporté à moi beaucoup de choses, mais à lui aussi. Le temps qu'il a été, il a toujours été bien, toujours y participer, et moi aussi, parce que j'étais soulagée de voir que tout se passait bien, qu'il était content, qu'il était détendu. Il faisait quand même beaucoup de choses entre les animations, faire manger, éplucher les légumes, tout ça. Il a participé, il n'a jamais rechigné, il a tout le temps fait. Et quand j'allais le chercher, il avait un grand sourire, content que je vienne le chercher. Et moi, j'avais passé un après-midi détendu, en me disant il est dans de bonnes mains et tout se passe bien. Parce qu'il m'en parlait en arrivant à la maison, il en parlait toujours. Il se souvenait de nom des dames et tout. Voilà. C'était un bon moment. Un grand merci pour cette expérience et pour ce témoignage qui, je trouve, illustre bien ce que vous disiez sur l'échelle de la maison, le plaisir d'y être, un rythme qu'on sent simple et agréable. Merci beaucoup. Je propose de prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Alors, je vais déjà passer ici. Oui, merci. Une question très ponctuelle concernant l'expérience de Valenciennes. Comment s'est fait la complémentarité et l'acceptation du corps des taxis en ville ? Merci. Alors, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu non plus de concertation avec eux. On a une ville avec en fait très très peu de taxis. Les taxis restent malgré tout un mode de transport qui est quand même utilisé, notamment à la sortie de la gare par les personnes qui viennent sur Valenciennes. Là, on était vraiment de toute façon sur des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ne se seraient pas tournées vers les taxis pour réaliser ces petits déplacements en fait. Donc voilà, c'est vraiment une autre cible, un autre public, mais voilà, c'est autre chose. Par contre, il y a aussi la question après derrière des autres auto-écoles. Pourquoi pas ? Moi, je me dis que peut-être, voilà, ça pourra marcher de mieux en mieux, et pourquoi pas pour les autres auto-écoles aussi s'engager dans ce type de dispositif. Bonjour, Jean-François Trochon, Béguinage et compagnie. Il me semble pour Valenciennes que vous avez mis en place, je suis ici devant vous, vous avez mis en place en fait cette démarche mobilité avec le Living Lab qui est piloté notamment par le centre hospitalier et également au niveau des G2R, tout ce qui est lab. Enfin, là, vous allez rechercher finalement les envies des habitants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Merci. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour parler du Living Lab qui nous portait par le centre hospitalier. Donc c'est voilà, une démarche à part. On travaille avec eux, à côté d'eux, en complémentarité avec eux, les uns les autres. L'action vraiment de mobilité, elle n'est pas venue initialement du Living Lab. Du Living Lab, il y a d'autres démarches qui, en tout cas, nous sont remontées, avec lesquelles on essaye de travailler. On est plus là sur le lien aussi, d'ailleurs, avec les structures du centre hospitalier et comment on crée du lien et de l'interaction entre la ville, les structures. On est plus sur cet aspect-là avec le Living Lab. Même si la question ne s'adressait peut-être pas à moi. On a identifié la problématique de mobilité dans les labs. C'est une problématique qui ressort très souvent et des professionnels et des particuliers eux-mêmes. Par contre, il y a plusieurs questions derrière la mobilité. Alors, il y a la mobilité au sein de son chez-soi, de son quartier, à pied. Déjà, traiter la mobilité on va dire, autour du kilomètre autour de chez soi, si on habite, c'est une problématique. Et quand on parle de transport véhiculé, on a deux problématiques. Le transport
à la demande d'un point A à un point B et l'accompagnement, qui sont deux prestations qui sont différentes et on voit bien qu'ils ne répondent pas aux mêmes attentes. Et alors, la question sur les taxis me faisait sourire parce que j'ai commencé ma carrière en déployant pour l'Agir Carco le dispositif Sortir Plus en phase de test, qui sont des chèques emploi-service qui permettent de financer de l'accompagnement par des structures de SAP, et j'ai vécu une manifestation de taxis. À ce moment-là, qui disait mais c'est de la concurrence déloyale avec ce que font les taxis, et la solution c'était réglée sur plusieurs territoires en disant mais attendez, on ne finance pas de l'accompagnement dans le cadre de l'action sociale sur un point A à un point B, on finance aussi la prestation, on ne finance pas le transport, on finance aussi la prestation de l'accompagnement, les personnes qui restent avec elles, qui parlent, qui dans certains cas les accompagnent au cimetière, qui dans certains cas les accompagnent faire leurs courses. Et à la fin, de toute façon, la conclusion avait été que les taxis n'étaient pas en nombre suffisant pour remplir cette prestation-là et qu'on était bien sur deux métiers différents. Par contre, voilà. En plus, je parle de taxis marseillais, donc la contestation avait été un petit peu virulente sur le territoire. Mais en tout cas, voilà, sur la mobilité, voilà. C'est une bonne illustration. Des fois, sur le besoin exprimé par un tiers, on dit les retraités ont besoin de mobilité, d'aide à la mobilité. Et quand on les interroge, si on creuse la mobilité, il y a X prestations différentes qui répondent à X envies différentes et X temporalités différentes. Et donc, c'est pour ça que sur nous, dans le cadre de notre politique sociale, sur les questions de mobilité, nous avons le dispositif Sortir Plus. On travaille avec une start-up aussi qui fait de la cohabitation en milieu rural. Nous avons expérimenté des solutions qui étaient demandées par les retraités, qui étaient où quelqu'un venait conduire la voiture du retraité pour l'emmener parce que le retraité voulait que ça se fasse dans sa voiture. Voilà. Comme sur tout un tas de sujets, moi je crois plus à un éventail de solutions qu'on peut solvabiliser suivant la situation de la personne, qui est une solution unique, finalement, qu'on n'aura jamais industrialisé et à massifier. C'est un mythe, la massification d'une solution servicielle sur le bien-vivre, c'est un mythe. On prend toutes les dotations d'action sociale, au mieux on en finance une seule. Donc, Alors je vais être frustrante, j'imagine. Nous sommes dans le bon timing, donc on va stopper les questions là et on va passer un beau moment maintenant avec un temps pour les lauréats. Je vous remercie vraiment tous les trois, c'était fort intéressant. Donc je vais laisser la parole à Serge Guérin. Pour la remise des prix concours de cette année. Je vous laisse venir. Bon, y a-t-il un médecin dans la salle? Mathilde, eh ben voilà. Qui m'a presque soigné. Mathilde, on va vous demander de venir en urgence. Au secours, Mathilde. Voilà, on a un gros problème. On parle parfois de la voix des aînés. Eh ben, c'est pas brillant. Voilà. Eh ben voilà. On dit qu'il faut leur donner la parole, mais vous voyez ce que ça fait. Voilà, vous voyez, le réseau francophone Ville Amie des aînés va au plus près du réel. Et ça, je voulais te féliciter. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui s'engage autant. Et on peut l'applaudir. Les travaux pratiques, c'est important. Ouais, exactement. Voilà. Alors, ce qui m'embête un tout petit peu, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'il m'a dit que chaque année, il se rapprocherait un peu plus. Alors là, il a perdu sa voix. Je ne sais pas pour l'année prochaine ce qui va se passer. Alouette, voilà. Je te plumerai. Voilà. Donc, ouais, toute petite inquiétude. Oui, mais toute petite, oui. Toute petite, ouais. On est bien d'accord. Dire qu'à deux, on avait déjà du mal à faire. C'est ça. Mais et maintenant, à deux, on va essayer d'en faire un et demi. Un demi. Un trois quarts. Enfin, pas de rugby. Quelque chose de bien. Oui, voilà. Quelque chose, oui. Juste quelqu'un de bien. Ouais. Donc, vous savez que c'est un peu le rendez-vous annuel, nos petites blagues amicales. Mais derrière, c'est la vie du réseau qui montre que l'amitié, l'implication des uns ou des autres, ça compte. Et le prix Ville Amie des aînés, c'est un prix qui rencontre les initiatives locales de terrain. On a commencé à en voir ce matin, on continuera cet après-midi. Et c'est ce qui fait le vrai sel du réseau. Voir comment concrètement on trouve des bonnes idées qui peuvent se démultiplier et voir aussi comment des grands comme lui, au niveau de la parole, hein, pas du reste, des acteurs et puis des entreprises, des partenaires, des mécènes s'impliquent ensemble pour que les choses bougent.
on se raconte beaucoup de choses. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui se dit. Mais je pense que le plus important, c'est ce qu'on vit ensemble et ce qu'on essaye de faire entre chaque rencontre. Et je pense que le temps qu'on a là, de remise des prix, c'est la mise en lumière de gens qui s'impliquent au quotidien. Et on a la chance d'avoir des partenaires qui osent s'impliquer sur ça pour permettre de progresser. Donc voilà, on va arriver à refaire la mise des prix. Oui, on va faire la mise des prix. Peut-être dire qu'en effet, ville amie des aînés. Donc le terme ami, il est quand même... Voilà, il veut dire ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut inventer plein de sociétés, mais difficile d'inventer une société de l'intergénération s'il n'y a pas un minimum de convivialité, s'il n'y a pas un minimum d'amitié. C'est beau quand même ce terme. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et se dire que, là, par exemple, quand on prépare les réunions de jury, tout ça, mais comme pour plein d'autres moments avec le réseau francophone, il y a du sourire, il y a du plaisir, il y a de l'échange. Et que, évidemment, que les sujets sont parfois un peu rudes, que parfois nos vies sont un peu rudes, que parfois il y a des choses qui se passent qui sont... Mais en même temps, si je puis me permettre... Concomitamment. Concomitamment. Ah oui, c'est tout de suite plus... Ouais. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'inventera pas une société qui donne envie de la vivre si c'est une société où on n'est que dans la punition, si on n'est que dans l'amende, si on n'est que dans l'obligation. Et on n'inventera pas une société avec l'ensemble des âges si c'est que décidé du haut. Ce qui est intéressant avec le réseau francophone Ville Amie des Aînés, c'est que ça se décide tout en bas. Et qu'une société, elle marche. Généralement, elle marche bien quand il y a le haut et le bas qui se parlent. Et qui, globalement, vont plutôt à peu près dans le même sens. Mais n'empêche que, encore une fois, ça... Oh merci. Parce que tout à l'heure, on discutait, on n'était pas tout à fait d'accord, mais là, on est d'accord. C'est bien. Parce que, non mais, la discussion aussi, je rappelle toujours, je dis ça aux étudiants souvent, la démocratie, c'est pas nécessairement le consensus. C'est régler de manière pacifique les dissensus. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Vous savez, c'est le truc... Bah, tiens, je leur raconte souvent ce que tu m'avais dit un jour. Un jour, il est avec sa fille, il me voit à la télé, et il dit, pas comme ça, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais enfin tu disais. Non, elle a dit, il est mal habillé ton copain. Non, ça c'était autre chose. Oui, il a dit ça aussi. Ah, ça fait plaisir, il faut qu'il ressorte tout. Mais une autre fois, ouais, vous auriez pu dire, mais non, c'est pas vrai, enfin je sais pas quoi, m'aider un peu. Et une fois, je ne sais plus ce que je racontais, mais tu n'étais pas d'accord avec ce que je te disais. Et sa fille lui dit, ah mais c'est ton copain, mais vous n'êtes pas d'accord. On peut être d'accord, on peut être amis, on peut se parler, même si on n'est pas d'accord à 100%. D'ailleurs, c'est toujours à se méfier si on est d'accord à 100%. Sur la question des générations, c'est exactement pareil. Bien sûr qu'il y a des différences entre les générations, et heureusement. Mais ces différences, c'est aussi souvent des complémentarités. Et comment on construit justement avec les différentes générations. On a beaucoup ça sur les questions, d'ailleurs, vous en avez parlé à la table ronde, sur les transitions démographiques et écologiques. Sur cet exemple, par exemple, d'auto-école et tout ça, on voit bien que à la fois tout le monde est dans le même bateau, ou dans la même voiture, comme on voudra, pas nécessairement électrique, elle peut être à hydrogène, elle peut être à cheval, tout ce qu'on veut. Voilà. Et il y a évidemment des différences. Mais n'empêche que le jeu, c'est pas nécessairement de chercher à les opposer, c'est de voir comment on avance ensemble, comment on va dans le même sens, ou à peu près. Et donc je trouve que ce lieu où nous sommes, à la fois il y a en effet du sourire, mais il y a ça aussi. Et à chaque fois on trouve, là c'était quand même fascinant quand on a fait la réunion, c'était à tous les projets, tout ce qui, pas que des projets, les actions, ce qui se fait, et parfois pas nécessairement avec énormément de moyens, parfois avec un peu plus de moyens. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et le jeu aussi, c'est quand il se passe quelque chose. J'ai bien retenu ce qui a été dit tout à l'heure, pas de copyright. C'est-à-dire, quand il se fait quelque chose à Valenciennes, je dis, mais dis donc, l'idée, elle est super. Pourquoi je ne le ferai pas à tel ou tel endroit? Et c'est ça aussi. Et le jeu, il est vraiment là-dessus. On a besoin de coopération, on a besoin de partage, on a besoin d'essayer de voir là où ça se fait et pas de tout recommencer à zéro, mais d'en profiter, y compris quand ça ne s'est pas très bien passé. Tiens, ça ne s'est pas très bien passé à tel endroit. Bah, peut-être qu'on s'est trompé là-dessus, peut-être que ça ne marchait pas, et ainsi de suite. Voilà. Je te recoiffe. Ah, c'est gentil. Voilà. Ça, c'est un dossier. Alors, avant, il avait une pince à épiler, il m'enlevait un cheveu quand j'étais trop long. Maintenant, il me recoiffe. Voilà. Et, donc, on va y aller. Et donc, on va y aller. Donc, on y va. En tout cas, je voulais dire qu'à chaque fois, c'est un grand plaisir de se retrouver. Alors là, disons, vous êtes un paquet, hein, en plus. Il y a vraiment... 280. 280, voilà. Et donc, c'est les 280 qui font la France, monsieur. Voilà. Et bien, bravo à vous. Vous l'avez applaudi, mais moi, je vous applaudis. On vous applaudit tous, parce que on a le droit aussi, entre nous, d'être positifs. Vous avez remarqué le nombre de fois où on se plaint? Ah non, mais ça, c'était pas bien. On a le droit aussi de dire quand c'est bien, quoi. Tu sais, c'est comme dans un resto, tu vas voir, oh, c'était super bon, monsieur, c'était super bon, madame. Voilà, dire aussi les choses. Donc là, on s'était dit. Allez, on s'arrête là. Merci. Bravo pour la voix. Et donc, vous êtes prêts, hein, pour la piqûre au cas où, hein. Alors, on va appeler Kéra.
Alors, là, on démarre, donc on est d'accord sur le premier prix. Oui. Alors, Emotionement. Oh. Et c'est ville Parce qu'on d'Andorre. est un réseau francophone, mais c'est Andorre. Voilà, c'est ville d'Andorre la Vieille. Ah, pas Où mal. sont en plus. les Andorrans? Et on la joue fort quand même. Andorre la Vieille, hein, c'est quand même pas mal. Un chapeau quand même. Et donc la reprise des... La remise des prix est donc faite par Kéra Capdenon, vice-présidente déléguée. Ah mais pourtant je parle là, non? Alors Jean-François, on t'écoute. Tiens, ce duo. Là on m'entend? Oui. Tu l'as fait un peu grand quand même. Oui. Ouais. On peut raboter un peu. Ah, je vais prendre mes notes quand même parce que sinon je vais pas y arriver. Donc le prix est sans note. Non. Donc le prix est remis par Kéra Capdenon, vice-présidente déléguée du réseau francophone Ville Amie des Aînés, au nom de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires est l'un des 5 métiers de la Caisse des dépôts. Elle rassemble au sein de la même structure des expertises du conseil et de financement à destination des acteurs territoriaux pour faciliter la réalisation de projets. Son engagement auprès du réseau francophone Ville Amie des Aînés et l'accompagnement à la méthode du label, l'accès à la formation, le centre de ressources et l'organisation du concours annuel. Bravo Jean-François. Alors, on va demander à Jonathan Garcia, qui doit se cacher quelque part, de bien vouloir. Ah ben, voilà. Elle avait pris la photo. Ah, joli. L'athlète en plus. Ah. Ah ouais, bah ouais. Allez Kéra. Voilà. Kéra. Oui. Merci à vous. Bravo. Ouais, il va faire pareil, il va sauter. Oui, bravo. Et on enchaîne. Tout le monde est... On enchaîne. Alors on enchaîne, on remet les parachutes. Alors maintenant, deuxième chez moi sûr, c'est l'association interentreprise locale d'entreprises sociales à Autun. Elle, à Autun. Et donc le on va prix... demander à Monique Gattier, vice-présidente, de bien vouloir nous rejoindre. Et avec Carole Mougouachon, de bien vouloir, qui est la directrice, de bien vouloir aussi nous retrouver. Alors, on invite aussi Jean-Philippe Arnoux pour remettre ce prix, directeur Silver Economy et Accessibilité. Allez. Saint-Gobain Distribution, Bâtiment de France, qu'on avait déjà vu tout à l'heure sur la table ronde. Donc Saint-Gobain Distribution, Bâtiment de France est une filiale du groupe Saint-Gobain. Il s'agit d'une des principales entreprises de distribution des matériaux de construction qui s'adresse principalement à des professionnels. Jean-Philippe Arnoux nous soutient depuis 2021. Vous pouvez aussi le retrouver dans des démonstrations de trucks Solia. C'est ça? Et un peu partout. Pas que. Parfait. Hop. Les JP. Carole. Alors, c'est le réseau francophone, mais Jean-Philippe pourrait aussi faire la remise en Corse. C'est prévu. En chant corse. En chant corse. Je suis heureux de vous remettre ce prix pour au nom du réseau francophone, ce très beau projet qui va faire un pas de plus dans les politiques de prévention sur les territoires. Voilà. On les applaudit. Alors, Pierre-Olivier, le nouveau prix, c'est la conférence sur la vie amoureuse et affective des seniors. C'est la ville de Lille. Justine. Et alors, Justine Rattelade, Madame l'adjointe au maire. Et nous, Justine. Ah, elle est là. Et Mélanie David. Alors, le prix est donc remis par Serge Guérin. Ah ouais, je remets moi-même, d'accord. Oui. Ouais. T'es président Alors, du qui jury, est donc tu professeur de sociologie donc à l'INSEC, directeur du Sciences Pôle Santé de l'INSEC, MBA Paris. Alors, Serge Guérin est professeur de sociologie, fondateur des États généraux de la scénarisation de la société, directeur scientifique du Pôle Santé INSEC, MCC et MBA, c'est ça? MSC, c'est pas grave. MSC, bon. Master of Science. Sa carte de visite est plus grande que sa c'est pas taille. MSC. C'est ça, Hein? ça serait pas bien avec ceux dont on va Ouais, parler. c'est vrai en plus. Une Donc, carte de visite qui vraiment... est plus grande que toi, dis donc. J'avais pas pensé à ça. Eh bien, donc je suis extrêmement fier et honoré, mesdames,
Voilà. C'est le coup de cœur 2022. 2022, c'est l'année. Et le coup de cœur, c'est vous. Bah ouais. Vu le sujet en même temps, c'est comme parce que j'ai essayé d'expliquer à Pierre-Olivier qu'il y avait du cœur aussi dans toutes ces questions-là. On est bien d'accord? On est d'accord. Bien sûr. Bah oui, voilà. J'aime beaucoup votre monture de lunettes. Hein? Ouais, c'est pas mal. Si je lui dis pour le chignon, elle va pas pouvoir dire le vôtre, c'est pas mal aussi. Vous voyez, bah, bon, voilà. Mais non, pas. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais. J'ai dit la version. Ouais, enfin. Et bravo. Cœur parce qu'on trouvait ça, c'est Oui. sympa, quoi. Ouais. Voilà. C'est aussi de parler de ces sujets-là sans oublier le désir et ainsi de suite. Non, non, on en parle après. C'est après. Mais On en oui. parle après. Eh Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y en a qu'on a eux, entendu il y a des gens avant. qui respectent le timing. C'est ça. Non, vous n'êtes pas spoilé. Oh là 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 là, ouais. Merci à vous, c'est super. Ouais. Donc si vous voulez en savoir plus, Je sais à pas. tout à l'heure. Ah oui, pardon. Regarde. Bravo. Merci d'être de la même taille que Serge, Justine. Ah, en fait, c'est pour ça que j'avais ce prix-là. C'est les seuls qui étaient à ma taille. D'accord. Ok. Alors, ouais, là, c'est les 65+, la ville de Reims. Alors là. Alors, le prix est remis par Charles Berdugo, président directeur général du groupe Ensemble. Et donc, on va demander à Kim Duncé, l'adjointe au maire, à Marie-Thérèse Picot, la conseillère municipale, et puis aussi vont venir, vous allez voir, Amandine Claus, Juliette Serre, Mylène Ducret. Mais il y a un monde fou. Et donc le groupe Ensemble soutient le concours depuis 2017. Le projet du groupe Ensemble est celui de recréer du lien dans notre société en utilisant le numérique au profit du réel. Ensemble est un réseau social qui vise à relier solidairement les habitants de l'immeuble, du quartier et de la ville. Et de la ville. Et de la ville. Monsieur Berdugo. Merci Monsieur le Président. Charles. Juste pour dire que je suis très honoré de remettre ce prix à la ville de Reims. C'est un projet vraiment magnifique et je pense qu'il pourrait être vraiment source d'inspiration pour beaucoup de territoires. En tout cas, je suis fier de vous le remettre et je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, ça fait plaisir de voir une croix de Lorraine. Voilà. Ouais. Lorraine aussi. Ouais. Champagne. Champagne. Oui, mais il y a aussi Vincent Dallet, un extraordinaire chocolatier à Reims. Ouais. Aussi. Ouais. Aussi. Voilà. Le meilleur, je suis bien d'accord. Bravo Vraiment à vous. Formidable. Alors, On en est où? on est au point 5. Ah, J'aimerais que ça se passe comme ça pour ma fin de vie et après. c'est beau. Plateforme VIP, relais Osnam, vieillissement et précarité à Grenoble. Et donc j'appelle Stella Delouis, présidente de la commission de l'action sociale, la CNAV, pour remettre le prix. Alors, on va demander à Charlotte Dubovetsky de nous rejoindre, à Clémentine Gay, à Audrey Valfort, à Louis Moline et Éric Lay. Et puis il y aura aussi en présence de la ville de Grenoble, Keira, qu'on ne présente plus, notre star nationale, et Caroline. Donc la CNAV, dans le cadre de l'adaptation de la société du vieillissement, la CNAV a souhaité pour 2020-2022 engager de nouvelles actions pour amplifier sa politique de soutien à l'autonomie des retraités et du régime général GIR 5-6, et notamment auprès du public fragilisé. L'engagement avec le réseau francophone Ville Amie des aînés pour 2020-2022 et l'organisation de formation, le concours du colloque nationaux, le label ADA, phase 1, et le soutien au concours justement. Merci. Alors, on voit que ça fait du monde, hein. Il y a de l'implication. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse. En tout cas, je suis très honorée, à la fois en tant que présidente de la commission d'action sociale de la CNAV, mais aussi en tant que militante syndicale, de remettre ce prix pour une action qui touche finalement à des questionnements essentiels où la société n'offre finalement pas beaucoup de place d'expression. Bravo pour cette action. Je remets le prix à... Voilà. Ouais. Et alors? Et lui, il a une queue de cheval. C'est quelque chose quand même aussi. Hein.
Là, ouais. T'es battu. Ah oui. Merci à vous et bravo. Alors, avec le réseau francophone Ville Amie des Aînés, on traverse la France de plein de manières, mais en étant écologiquement très très responsable. Hein. Voilà. Et là, on va aller du côté de Cholet, Saumur, Versailles, Vasselonne. Et c'est avec l'outil en main. Avec l'outil en main, monsieur. Avec l'outil en main. Avec l'outil en main, donc j'appelle Laurent Putzu, directeur d'Amdim Lyon, pour remettre le prix. Amdim Lyon, acteur clé du développement immobilier, tant dans le secteur résidentiel que tertiaire. C'est une filiale du groupe Vinci Construction France, dédiée au développement. Amdim Lyon est très attaché aux problématiques que rencontrent les seniors, notamment en termes d'hébergement. Il soutient le concours depuis 2017. Ah ouais, c'est un fidèle. C'est un vieux. Alors, je vais demander à Alain Ananos de nous rejoindre, à Émilie Chocomi-Marot de nous rejoindre aussi, à Aude Ruellan de faire pareil. Et puis aussi, il y a plein de villes. Donc à Cholet, Natacha Poupet, Charlotte Ringuet, Géraldine Fauchot. À Saumur, Marie-Dominique Pelletier, Jacques Corradi, Astrid Lelièvre. À Versailles encore, non mais c'est fou. Béatrice Bouy, François-Gilles Châtelus, Guilhem Poulenec. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, ça fait... Oui, bien sûr. Alors, on ne pouvait pas mettre toute la France sur le... Et le train ne pouvait pas. C'est des coups. Est-ce qu'ils se mettent en grève après? Non, c'est pas leur genre. Voilà, donc, voilà. Déjà, mais merci à vous toutes et tous. Voilà, Voilà, je vais vous avancer par là un petit peu. Ah ouais. Ah, il y a la logistique. Ah oui. C'est ce qu'on appelle un grand angle, c'est ça? Ok. Allez-y. Alors, l'outil en main, c'est Cholet. Alors, Cholet. Oh là là, il a failli avoir un coup d'État. En fait, il y avait 4 projets de l'outil en main. Et le jury n'a pas voulu choisir. Versailles. Donc on a dit, vu que c'est l'outil en main, eh ben c'est tous les 4 projets qui sont primés et les 4 territoires qui sont primés, qui sont complémentaires. Et on n'a pas voulu dire, il y en a un qui est mieux que l'autre, parce que votre action, eh bien, elle est belle. Ouais. Puis on s'est dit, un outil en main, c'était logique de donner un coup de pouce. Il y avait une espèce de cohérence dans tout ça. Donc on s'est dit, c'était pas mal. Et la prochaine fois, c'est vous qui ferez aussi les cadres et tout ça. Hein, voilà, que ce soit clair. Oui, oui. Bah oui. Pour vous, c'est la rigolade. Ouais. En tout cas, bravo, parce que quand on analyse en fait vos propositions, elles paraissent simples, mais elles checkent tous les critères qu'on peut imaginer. Moi, je pense aux analyses de cycle de vie, par exemple. Pour autant que les industriels nous fabriquent des objets qui soient réparables, ça c'est un des concepts importants à retenir. Mais il y a le lien social, il y a toutes les thématiques qu'on peut imaginer pour mieux vivre ensemble. Et bravo à tous. Super, on peut vraiment les applaudir. Et puis, on sait que c'est sur la durée ce que vous faites, et c'est ça aussi qui est super sympa et super utile, quoi. Voilà. Et donc ça va donner plein d'idées à plein d'autres gens. D'ailleurs, il est arrivé, Pierre-Olivier, que parfois je te demande un coup de main et que tu venais avec tes outils. Oui. Oui. D'autant plus que j'en avais aucun, de toute façon. Oui. Voilà. Et que tu savais surtout pas les utiliser. Et je voyais absolument pas à quoi ça pouvait servir. J'ai posé des tringles à rideau, j'ai servi. Ouais. Il faudrait que je vienne pour être un peu formé. Mais ça serait peut-être plus long qu'1 an, quoi. Bravo à vous. Merci. Merci. Alors, autre sujet, mais un sacré sujet. Jean-François, c'est un sacré sujet. Ah, je Mamie vois. Gâteau. Les Mamies Gâteaux. Ouais, les amis de Mamie Gâteau. Et c'est du côté de... C'est à Strasbourg. Strasbourg. Et donc le prix sera remis par Baptiste Gappen, journaliste et fondateur de Territoire Audacieux. Donc Territoire Audacieux qui accompagne le concours depuis 2020. Territoire Audacieux est un média dédié aux initiatives à impact positif des collectivités publiques. Il a été créé dans le but de mettre en lumière les projets développés par les élus et toutes les personnes issues du monde des collectivités publiques. Donc, Territoire Audacieux est engagé avec nous. Il va faire la réalisation d'un film lauréat Auto-école Valenciennes, la rédaction de 2 articles, un abonnement de 6 mois pour les lauréats et administrateurs, la réalisation d'une 20aine de speeches durant 10 ans et la conférence prévue cet après-midi.
Voilà, donc On va il l'atterrir sur donne relation. beaucoup de visibilité et donc c'est évidemment très très utile parce que là encore, ce qui compte, c'est aussi que les autres, qu'on soit au courant et qu'on se dit tiens, c'est quand même sympa, est-ce qu'on pourrait pas faire pareil à notre manière? J'allais dire à notre sauce, c'est amusant. Voilà, Ouais. alors donc on a avec nous Marion, Vincent, voilà. Et c'est Marion et Vincent qui se sont occupés avec toute leur équipe de faire tous les gâteaux de ce midi. Et ils sont un peu à la bourre, donc ils vont peut-être y aller là. Hein. Voilà. Bravo Marion. Oh, joli. Alors, maintenant, on va du côté de la ville de Royan. C'est les jeux vidéo, un pont intergénérationnel. Les jeux vidéo, un pont intergénérationnel. T'as raté Valenciennes. Non. T'as Valenciennes d'abord. Valenciennes d'abord. Ah bah si tu veux, moi je suivais juste votre conducteur, hein. C'est qu'à de le dire. Bon bah voilà, toi il suffit de savoir lire. Donc, où en étais-je? Je parlais de la ville de Valenciennes. On a vu tout à l'heure lors de la table ronde formidable qui a été présentée. Et je te disais, quelle... Bienvenue madame. Donc, mobilité senior. Oui non, c'est moi qui ai un peu mis le bazar. Et puis, ils savent pas s'adapter. Enfin, c'est dingue, il suffisait juste de changer le truc. J'essaye de les tester un peu, voir capacité d'adaptation. Enfin, c'est important quand même. D'ailleurs, c'est du direct, exactement. Vous voyez que il n'y a pas d'hologramme ou des machins comme ça. C'est pas le genre de la maison. Non, vraiment pas. Je te rappelle qu'on a beaucoup répété quand même. Oui, c'est vrai. Au moins... Enfin, on a beaucoup répété. Oui. Donc, mobilité senior. Bon, en même temps, j'ai pas mon permis de conduire, donc je suis pas à l'aise avec tous ces trucs-là. Voilà. Donc, on y va. Donc, Mobilité Senior, le prix sera remis par Gilles Leclerc, directeur général d'Axantia. Donc, Axantia est un bailleur social dédié au financement et au portage de l'habitat spécifique au sein du groupe Habitat en région. Le pôle immobilier de la Caisse d'épargne. Implanté sur l'ensemble du territoire national, Axantia dispose d'une expertise reconnue dans le domaine médico-social. Axantia est propriétaire de 196 établissements, totalisant 10 750 lits, auprès de 77 gestionnaires, donc 101 EHPAD, 22 résidences autonomie et 7 résidences seniors. Et donc, Aurore Colson et Marie-Pierre Lutin sont avec nous. Voilà. Et nous a rejoint aussi Agnès Firmin-Lebaudot. Elle voulait arriver discretos, mais il n'y a pas de raison. Et donc, voilà. Bien, bonjour et bravo. Bravo pour cette idée super astucieuse. Voilà, je crois que ça a été présenté tout à l'heure et ça coche beaucoup de cases. Et en tout cas, au niveau d'Axantia, on est très content de vous remettre ce prix parce qu'on est en plus très attaché aux Valenciennois puisqu'on a plusieurs établissements dans votre région. Voilà. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pas de copyright. Donc on peut reprendre l'idée et la développer un peu partout. Et d'accord, il faut accélérer, c'est le cas de le dire, mais pas trop, parce qu'avec une voiture, ça peut être dangereux. Donc ville de Royan... Surtout si c'est toi qui conduis. Ah, non, mais là, il faut carrément pas y aller. Merci à vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pris de l'avance, c'est tout. La ville de Royan et les jeux vidéo, un pont intergénérationnel. Donc j'appelle Mario Frey, directrice des rédactions Notre Temps, pour remettre notre prix. Notre Temps est le premier mensuel français magazine de référence des seniors, lancé en 1968. Notre Temps, édité par le groupe Bayard, propose une expertise et sa compétence dans toutes les générations pour nos retraités. Plus de 4 millions de consommateurs de la marque. Notre Temps est un véritable écosystème interactif. Il soutient le réseau depuis... Ah bah j'ai pas la date depuis quand on soutient le réseau. Depuis toujours. Depuis très longtemps. Depuis toujours. Et cette année... Depuis toujours. Et cette année, Notre Temps va offrir 8 almanachs seront offerts aux participants de l'atelier ainsi qu'aux abonnements Notre Temps à la structure Panza. Plus un abonnement Notre Temps pour la halte répit de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Oui, c'est parfait. L'harmonie des couleurs est parfaite. Merci. Alors, Madame vient de me dire qu'elle était contente que notre temps lui remette ce prix. Eh bien, voilà, plaisir partagé vraiment, parce que nous, à notre temps, on aime beaucoup tout ce qui est intergénérationnel. On aime beaucoup le vivre ensemble. On aime que les gens, quel que soit leur âge, créent des liens et des liens fertiles. Donc, voilà, je suis vraiment ravie au nom de toute l'équipe de vous remettre ce prix. En plus, c'est vrai que la vidéo, et c'est le premier loisir des Français, donc il n'y a aucune raison pour que les seniors y échappent. Et donc voir des collégiens et des plus âgés qui échangent sur la vidéo, les réseaux sociaux, je trouve que c'est une super idée, donc bravo. Je vous remets le prix avec grand plaisir. Voilà. Et puis, ravi aussi de vous remettre le travail de toute une équipe. Je sais que... Quoi ? Même le photographe est content. Donc, le travail d'une équipe qui est, je sais, également très apprécié par les élus qui nous l'achètent pour leurs administrés. Puis, je fais un petit peu ma publicité pour les administrés. Et c'est très apprécié dans les paniers de Noël. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Comme ça, c'est dit. Et Jean-Philippe en mettra un dans son camion. Voilà. Attention, oui. Voilà. Ah, joli. Ah oui. Allez, on se rapproche. On se rapproche ? Non, comme ça, c'est bien, vous êtes bien là. Merci. Halte répit, je crois, non ? Alors, maintenant, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. J'étais venu une fois, il m'avait fait découvrir là aussi un chocolatier formidable. Voilà. Et la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais voilà, la halte répit, les Trois Moulins. Et j'appelle Annie Devivy, fondatrice d'Age Village et directrice des formations Humanitude. Age Village, depuis 2000, l'équipe d'Age Village et Age Village Pro cherche à vérifier et met en ligne chaque semaine toutes les activités utiles aux seniors et aux aidants. www.agevillage.com et aux professionnels de la gérontologie sur www.agevillagepro.com. Elle fait partie du jury du concours depuis son lancement. Voilà. Et donc avec nous, Michel Bonnet, conseiller municipal, et Claire Salomon, responsable du service senior. Et voilà. Un grand mais merci en fait, à un peu de vous. voix quand même. Un grand merci à Pierre-Olivier, mon copain de plus de 30 ans, on va dire maintenant. Alors franchement, bravo, parce que le lieu de vie, lieu d'envie que vous nous avez montré tout à l'heure, le témoignage de l'aidante qui vous dit, sans vous, comment vieillir debout, comment aider au long cours une maladie, saloperie de maladie neuroévolutive, c'est pas possible. Donc merci à vous. Sachez que votre prix et l'ensemble des autres prix, on les relaiera chaque semaine dans les newsletters d'agevillage.com pour les familles et agevillagepro.com pour vous les pros. En tout cas, bravo et merci à vous. Bravo. Allez. Avec un petit sourire quand même. Hein. Merci, c'est mieux. Ouais. Alors, maintenant, Jean-François, nous allons faire une remise de prix avec aucun des remetteurs de prix et aucune des personnes qui doivent se faire remettre le prix. Donc c'est un exercice différent, mais intéressant, très riche aussi. Donc on va... Alors aussi, ça se passe dans la ville de Morteau. Donc Pierre-Olivier, tu vas peut-être nous parler pendant quelques minutes de ton expérience de la ville de Morteau. Je sais que tu as été très très ému. C'est une très belle ville. Voilà. On y mange bien. D'accord. Il y a de la neige et il y a une qualité de vie qui est très intéressante. Oui. Et j'y vais et j'y passe très régulièrement. Voilà, voilà, c'est important parce que... Alors... Il y a des bonnes saucisses. Oui, bon, oui, mais... Parce que Pierre-Olivier réfléchit un peu à la suite de sa vie professionnelle et le tourisme l'intéresse beaucoup. Je sais que tu as postulé pour le secrétariat d'État au tourisme. Fallait pas le dire ? D'accord, mais voilà, c'est Non, important. que montagne. Que montagne. Ah bah, secrétariat d'État, la montagne. Et la mer aussi. Et la mer. Ça fait 2 secrétariats d'État. Oui. 2 secrétariats d'État, ça fait un ministre délégué. C'est une tu vois ministre. Voilà. Un ministre, voilà. Alors,
on parlait de la ville de Morteau, mais on en parlait parce qu'il y a le réseau... Ah, Jean-François, parce qu'il y a le réseau Passage. À la ville de Morteau, il y a le réseau Passage. Le réseau Passage. Bah oui, le réseau Passage. Voilà. Et puis, et c'est aussi un coup de cœur, et c'est remis par la CAPEC. Qui n'est pas là. Oui, mais tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Alors la CAPEC, alors la CAPEC en fait, je vais quand même en parler, oui c'est vrai. Donc il est représenté normalement par Benoît Paris, qui n'est pas là. Donc la CAPEC est un cabinet d'expertise comptable historique installé à Dijon. Il rayonne sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté grâce à sa présence également à Auxerre, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Son rayonnement offre une proximité locale et une prise en compte de la réalité du terrain sur son cabinet. Il soutient le réseau depuis 2018. Il fallait que ces choses-là soient dites. Ah oui. Alors, donc on leur enverra le... Ah bah on va envoyer ça par la... on fera comme ça. Tu fais comment on va le poser comme ça, peut-être. Ouais. On demandera qu'il nous envoie une photo. De... Ouais. À moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui a prévu de passer à Morteau dans pas longtemps. Est-ce que l'auto-école de Valenciennes pourrait aller jusqu'à Morteau? Voilà. Ça pourrait être une technique. Voilà. Et en même temps, pour être un peu sympa, on leur donne 2-3 gâteaux. Si l'auto-école de Valenciennes pouvait aussi faire taxi dans Paris pour que ça roule plus vite, ah oui. Ça serait pas mal. Je vois des gens qui gesticulent. Est-ce que Madame Jandel est par là? Oui. Bah oui, et oui. Ben voilà. Et donc, alors on va continuer. Alors on va continuer. Vous voyez, vous assistez en direct. Je dis bien en direct. À des événements incroyables. Nous avons avec nous Madame Jandel. Et qui... C'est la big boss. Hein. C'est la big boss du groupe Colisée. Et qui nous fait la gentillesse entre deux rendez-vous de venir. Alors, on lui a dit au début, on lui a fait un petit peu peur, on lui a dit c'est pour Schœlcher. Mais faut que j'y aille. J'ai dit non, on va faire ça à Paris, ça va être plus simple. Sinon, elle disait ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps. Voilà. En revanche, nos amis de Schœlcher sont venus à Paris. Et donc là, c'est Habitage 233, la ville de Schœlcher et l'association Mixage. Exactement. Et donc le groupe Colisée est un acteur privé de référence en Europe dans l'accompagnement et le soin aux personnes âgées. Il s'engage chaque jour pour le mieux vieillir via ses structures d'accueil, maisons médicalisées, résidences-services, cliniques de réhabilitation et des services d'aide à domicile. Il soutient le réseau depuis 2017 et le concours des rencontres nationales pour 2021 et 2023. Merci. Donc avec nous, le maire de Schœlcher, Luc Clémenté, l'association Mixage avec Muriel Lebon, qui est la présidente. Donc on a le maire, on a la présidente. Non, ça rigole pas, hein. Ça fait un moment. Ludmilla Euloga, qui est la directrice des affaires sociales et de solidarité, et Hermine Villassin, qui est la vice-présidente de Mixage. Alors, mesdames les présidentes, madame la directrice, monsieur le maire, si j'ai bien tout retenu, d'abord j'aurais été ravie de venir vous remettre ce prix chez vous, franchement. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir le faire. On est d'accord, moi je suis d'accord madame la ministre. La prochaine fois, rendez-vous est pris pour aller chez vous. Bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour recevoir ce prix. Soyez sûrs que nous sommes très honorés en tant qu'acteurs du grand âge de pouvoir vous remettre ce prix. Alors dites-moi à qui je le remets. Monsieur le maire, merci beaucoup. Oui. Deux petits mots. Pour vous dire combien cet après-midi je suis content et honoré d'être des vôtres. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses là très sérieuses cet après-midi. Nous sommes en effet réunis pour encourager, féliciter et remercier celles et ceux qui consacrent du temps aux autres. Car le bien vieillir, car l'intergénération, cela a beaucoup de sens. Et c'est vrai que du côté de Schœlcher, nous avons coutume de dire que l'avenir appartient aux générations qui savent se donner la main. Je crois qu'il nous faut cultiver cela. Bravo. La démocratie, c'est à ce point-là que nous allons que pour la défendre ensemble, car c'est vrai que prendre le temps de jeter un regard sur l'autre pour savoir comment mesurer avec lui ce qui nous reste à faire, non seulement pour lui directement, mais aussi pour les autres et pour plus jeunes qu'eux, cela a beaucoup de sens. Cet après-midi, je voudrais dire donc au réseau tout entier et à tous ceux qui le représentent
combien nous sommes fiers, ensemble, de tisser l'excellence. Parce que c'est ce que nous faisons cet après-midi également. Merci. Merci à vous. Et le mot tisser, un des plus beaux mots qui soit. Tisser les liens, voilà, tisser les amitiés. Merci. Pour une fois que je dis que j'aime tellement je suis grand, je suis content. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bienvenue aux 10e rencontre nationale du réseau francophone Ville-Amie des Aînés. Comme vous le constatez, j'ai plus de voix. Eh bien, à vous la parole pour faire la clôture de cette matinée et puis aussi donner de la perspective au travail qu'on va faire l'année prochaine ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord vous dire à quel point je suis heureuse de venir à votre rencontre. Ça me permet de voir beaucoup de visages connus avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler il y a encore quelques mois. Je sais combien le réseau francophone des Villes Amies des Aînés œuvre à l'appui et avec les collectivités pour qu'une place plus importante et plus juste soit faite aux personnes qui avancent en âge. Je veux vous remercier pour votre engagement moderne et plein d'actualité. Notre société vieillit, vous le savez, et traverse de ce fait une période de transition démographique inédite. 2030, c'est très bientôt, constituera en effet un point de bascule démographique. Le nombre de personnes de plus de 75 ans va enregistrer une croissance inédite. Les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans en 2030. 3,7 millions de Français en perte d'autonomie en 2030 et 4,8 millions en 2050, contre 2,5 millions de Français en 2015, soit presque un doublement en 35 ans. Face à ce défi démographique, il faut des réponses fortes et une stratégie collective. Il y a aujourd'hui un désir affirmé de vivre chez soi, vous le savez, dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible. 80% des Français attendent que les politiques publiques incitent au maintien à domicile. Sondage Odoxa que certains connaissent de 2021. Le virage domiciliaire vise ainsi à permettre à chacun de vivre chez soi, en bonne santé et dans les meilleures conditions possibles. C'est cela construire la société du bien vieillir chez soi. Pour rendre effective la promesse domiciliaire, il convient de déterminer le bon mix des solutions grand âge entre les établissements et le domicile pour pouvoir offrir la réponse la mieux adaptée en fonction de la situation de la personne et de son souhait. La LFSS 2022, loi de financement de la sécurité sociale, a posé 3 importants jalons au virage domiciliaire. Face à la complexité du secteur, la création des services autonomie à domicile avec un interlocuteur unique pour la personne ou son aidant. La réforme du financement de la tarification des prestations d'aide et de soins à domicile. La création d'une offre d'accompagnement renforcée à domicile portée par des centres de ressources territoriaux pour personnes âgées. Vous le savez, pour bien vieillir, renforcer la prévention est essentiel. C'est pourquoi nous allons mettre en place des rendez-vous de prévention aux âges clés. Cette mesure du PLFSS 2023, relative au bilan de prévention aux âges clés, 20-25, 40-45 et 60-65, vise à créer un cadre juridique pour la mise en œuvre de rendez-vous de prévention chez l'adulte à des âges clés de la vie sur le modèle des examens obligatoires de l'enfant, sans pour autant les rendre obligatoires. L'objectif poursuivi est de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques en permettant de s'inscrire dans un continuum de prévention à des âges clés. Il s'agit d'instaurer une culture de prévention et de promotion de la santé en luttant contre les inégalités sociales de santé et en rendant le patient un véritable acteur de sa santé dans une démarche globale, positive, en l'aidant à identifier les principaux déterminants de santé pour faire évoluer ses expositions, son comportement. Les consultations de prévention seront prises en charge à 100%, sans avance de frais, par l'assurance maladie, ce qui augmentera le taux de recours à ces consultations et favorisera l'inscription dans un parcours de santé.
Votre réseau joue un rôle très important auprès des collectivités qui seules peuvent améliorer l'aménagement de leur territoire pour qu'il soit mieux adapté aux besoins des personnes âgées. Sans l'attention des collectivités territoriales en faveur des voiries, des trottoirs, de mobiliers urbains de transport, d'équipements publics bienveillants pour les aînés, d'aménagement des parties communes dans le logement social, les aînés ont peur de sortir de leur domicile car ils ont peur de chuter. Les conséquences d'un environnement hostile sont préjudiciables aux personnes âgées. La peur de chuter ou de rechuter entraîne un repli au domicile, la sédentarité et l'isolement social. Comme le recommande l'INSERM dans son expertise sur l'activité physique et la prévention des chutes des personnes âgées, il convient de sensibiliser les collectivités à la nécessité d'un environnement favorable à la pratique d'activité physique. Très tôt et de manière très puissante, votre réseau et ses collectivités adhérentes l'ont bien compris et en font leur fer de lance. En effet, les facteurs environnementaux sont des éléments clés pouvant interférer ou favoriser la pratique d'une activité physique chez les personnes âgées. L'éloignement des lieux de pratique, les difficultés de transport, les risques liés aux aménagements urbains constituent des barrières à l'engagement. Les aménagements urbains, tels que le potentiel piétonnier, sont des facteurs essentiels pour une pratique régulière d'activité physique. Le gouvernement a bien compris cet enjeu en lançant un plan national anti-chute des personnes âgées en concertation avec les partenaires. Ce plan est décliné dans les territoires, coordonné par les agences régionales de santé avec les collectivités, les professionnels de santé, les acteurs de la silver economy. Ce plan triennal intervient sur les leviers principaux, dont l'environnement urbain dans une démarche globale visant à réduire les chutes des personnes âgées. Car favoriser la mobilité active des seniors et les personnes âgées est un élément essentiel de la prévention de la perte d'autonomie. Elle est un objet au cœur de nos réflexions. Nous devons tous encourager le mouvement, les routines d'activité physique au quotidien, y compris en direction de nos proches, car le mouvement est une vraie solution pour retarder la dépendance. C'est pourquoi l'activité physique adaptée entre petit à petit dans nos thérapeutiques, dans le parcours de soins. Les initiatives des collectivités en faveur d'actions innovantes favorables à la mobilité, à la sécurité des aînés et à la lutte contre les risques de chute sont déterminantes pour les personnes âgées. Aussi, pour conclure mon intervention et votre matinée de travaux, je vous invite à applaudir avec moi les collectivités qui s'engagent, en particulier pour des actions préventives par l'adaptation du cadre de vie de proximité. Et je sais qu'elles sont nombreuses. 250, Monsieur le Président, ont adhéré. Une ville qui est chère à mon cœur a été une des pionnières et j'en suis fière. C'est le Havre, je le cite, ça fait jamais de mal de se faire un petit peu de publicité. Non, parce que j'ai compris qu'il fallait un peu d'humour aussi pour venir ici, donc je m'entraînerai pour l'année prochaine, promis. Les mobilités, l'aménagement urbain, la participation citoyenne, l'adaptation de la programmation culturelle, sportive, etc., dans l'objectif de permettre le maintien de l'activité et de la citoyenneté des personnes âgées. La remise des prix à laquelle j'ai assisté montre à quel point les actions diverses et variées sont importantes et apportent toutes une réponse. J'irais bien jouer, moi, aux jeux vidéo. Je crois que c'est à Royan, non? C'était où? C'est ça. J'irais bien, moi, à Royan, jouer aux jeux vidéo. En tout cas, moi, déjà, je vais m'inviter, enfin, si je suis encore là, parce que moi, ma durée de vie, je ne la connais pas. Ici. Enfin, l'autre non plus, d'ailleurs. Me plaît bien. Donc, être actif avec son âge, épanoui dans sa tête, bien dans son corps. Je vois déjà que Serge va être au taquet parce que quand je vois l'affiche, le concours 2023, moi, vous avez tous un an pour vous entraîner au hula hoop parce que c'est bien le sujet de l'année prochaine. En tout cas, moi, je vous dis, on a un an pour s'entraîner. Il va falloir travailler un peu de souplesse, mais Monsieur le Président, concours de hula hoop obligatoire sur scène. Vous avez un an pour entraîner aussi toutes vos associations de personnes âgées au hula hoop. Je sens que ça va être drôle. En tout cas, merci à vous pour votre engagement. Merci aux collectivités d'accompagner l'État, les associations, les départements, qu'il ne faut pas oublier dans la prise en charge des politiques de personnes âgées. Et en tout cas, je suis intimement persuadée, et c'est la ministre de l'Organisation territoriale qui vous le dit, et aussi au nom du ministre François Braun qui est en charge de la prévention, que c'est bien ensemble que nous allons apporter des réponses à nos concitoyens et à nos aînés. Et en tout cas, c'est certainement comme vous le faites, à la fois dans l'action avec les collectivités, mais aussi dans la bonne humeur, parce que je crois que c'est ce que nous devons faire. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, épanouis dans notre tête et surtout bien dans notre corps.
Et haut les cœurs et bravo et merci à tous. Allez Thomas. Thomas Ecker. Thomas Ecker. On en fait une avec, une sans.